J'ai veillé jusqu'à 7 heures du matin. En vérité, j'ai passé une nuit blanche pour voir l'Algérie gagner. Mais je n'ai pas le cœur à faire la fête. Khawti Rouatati, je vais vous dire la vérité dans cette émission. En regardant le match d'hier de l'équipe nationale d'Algérie, je n'ai pas seulement vu 11 joueurs sur le terrain. J'ai vu en réalité le miroir de notre pays. L'improvisation, le talent brut et génial, un véritable génie en état pur, mais étouffé par une mauvaise gestion, et surtout un système où on attend toujours un miracle individuel pour masquer la misère collective. On va parler football dans cette émission, mais on va surtout dire les termes ou utiliser le football pour comprendre ou regarder en face le miroir qui traduit l'état réel de l'Algérie actuelle. Je m'explique. Le football n'est jamais juste du football. En Algérie, dans des pays comme en Algérie, le football est une véritable leçon géopolitique ou est un véritable cours de géopolitique. Après cette victoire douloureuse contre la Jordanie, j'ai compris une chose. Cette équipe nationale, notre équipe nationale, est la véritable métaphore exacte du fonctionnement de notre chère et infortunée Algérie. Un potentiel immense, une résilience incroyable, mais une incapacité chronique à s'organiser et à construire sur le long terme. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble comment les failles tactiques de l'équipe nationale de football traduisent en réalité les failles de tout un système de gouvernance dans notre pays et de tout un fonctionnement de notre État. Khawti Rouatati, quand on parle de football, généralement, il y a toujours deux catégories de personnes. Vous avez les fanatiques aveuglés par leur passion pour le foot, qui pensent que le foot est au-dessus de toutes les considérations et que pour le foot, on doit oublier sa famille, ses études, ses enfants, son épouse, ses priorités, son travail. C'est des fanatiques, des ultras qui pensent qui évacuent leur frustration à travers le football. Et que le football leur procure un plaisir, une jouissance digne pratiquement comparable aux effets d'une addiction. Addiction à la drogue, addiction au sexe, addiction au jeu, etc. Et vous avez une autre catégorie, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des sceptiques. Des gens qui en ont marre du football, qui disent voilà, on parle trop de football, c'est un sport inutile, vous avez 24 personnes qui courent derrière un ballon gonflé, ça n'a pas de sens, c'est beaucoup plus important que ça dans la vie, il y a les arts, il y a d'autres sports plus utiles, il y a la culture, il y a d'autres loisirs, et puis il y a d'autres priorités dans la vie, on consacre trop d'argent, trop de temps au football, etc. Ça, c'est les deux catégories classiques que nous rencontrons souvent dans notre vie. Mais il y a une troisième catégorie. Troisième catégorie, c'est les observateurs avertis, les spécialistes ou les intellectuels ou les gens sages, pas intelligents, parce que chaque être humain est intelligent. Les gens sages, les gens qui ont un esprit critique et qui ont des capacités intellectuelles pour décrypter les enjeux de certains phénomènes. Cette troisième catégorie estime que le football est un miroir. C'est le miroir qui reflète l'état de développement d'un pays. C'est le baromètre à travers lequel on peut évaluer la bonne santé d'un pays, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, ou même sur le plan culturel. C'est le miroir du rayonnement ou du déclin d'un pays. C'est le reflet de la situation. Le football est c'est comme un scanner, c'est une photographie réelle du pays, ou c'est comme une sorte de topographie ou un scan de la situation d'un pays. Et moi, j'appartiens à cette troisième catégorie. Je ne suis ni un fanatique du foot, je ne suis pas prêt à tout délaisser dans ma vie juste pour assister à un match et pour crier ou entendre vive l'Algérie ou vive mon équipe préférée ou pour nous dire l'USM, etc. Ni un sceptique anti-foot, mais j'appartiens à cette troisième catégorie qui considère que le football est un phénomène de société collective, qui n'est pas uniquement un sport. Et ce n'est pas une simple expression de plaisir, de pulsion collective, c'est un véritable scanner, une véritable topographie encore une fois, et une échographie, voilà. Moi, c'est une échographie de la situation d'un pays. Pourquoi? Parce que le football, on ne réussit pas dans le football si on n'est pas un pays en voie de développement, si on n'est pas bien gouverné, si on n'est pas un pays immunisé contre la corruption. C'est pas possible. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le football moderne, il faut avoir beaucoup d'infrastructures pour avoir une bonne équipe nationale et pour former des bons joueurs. Il faut des bonnes infrastructures.
Parce que le football aujourd'hui, tu peux pas être un pays pauvre. Les pays pauvres qui percent, ça peut arriver de façon isolée, mais les grands pays de football sont tous des pays riches. Et même des pays pauvres, quand ils réussissent dans le football, parce que ce sont des pays qui se stabilisent économiquement et politiquement, et qui amorcent une dynamique. Les pays qui réussissent dans le football aujourd'hui, c'est des pays qui ont une dynamique économique et politique et culturelle et sociale. Pourquoi? Parce que le football, encore une fois, nécessite beaucoup d'infrastructures. Construire des stades, c'est de l'argent. Il faut de la planification. Donc, il faut de la bonne gouvernance pour bien planifier la réalisation de ces infrastructures, leurs investissements et leur rentabilité, leur bonne gestion. Important. Deuxièmement, le sport, c'est une organisation, c'est politique. Les sports de football sont gérés par des fédérations. Si ces fédérations sont noyautées ou noyées dans la corruption, noyautées par des lobbies corrompus, ça ne peut pas réussir. Si les fédérations de football sont bien gérées, etc., ça peut traduire le degré de bonne gouvernance d'un pays. Troisième élément important, le football est une arme de soft power. On a bien vu comment le Qatar, un petit pays insignifiant, comment elle a utilisé le PSG ou la Coupe du Monde de 2022 au beIN Sport pour s'imposer sur la scène internationale comme un acteur d'influence, comme un acteur géopolitique clé. Alors malgré son petit poids démographique insignifiant. Donc ces trois éléments nous permettent d'analyser, comme moi quand je regarde un match de football, je ne le regarde pas comme un fanatique assoiffé de passion, ni comme un sceptique qui en a marre de la domination du football sur les émotions collectives de la société. Hier, ce que j'ai vu, j'étais d'abord content, je me suis beaucoup réjoui de la victoire de l'équipe nationale d'Algérie, mais j'ai vu une équipe qui exactement fonctionne comme l'Algérie d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'équipe d'hier, l'équipe nationale d'Algérie d'hier, elle est le parfait reflet, elle est le miroir fidèle, c'est une échographie réelle de la situation de l'Algérie d'aujourd'hui, de l'Algérie de Tebboune. Hier, on a évité le pire. On n'a pas gagné, on a gagné mathématiquement, mais on n'a pas gagné avec le jeu. La Jordanie nous a causé beaucoup de soucis. La Jordanie, c'est la première participation à la Coupe du Monde. C'est un pays qui est stable. C'est un pays qui a réalisé des performances au niveau du football de façon spectaculaire ces dernières années. Finaliste de la Coupe d'Asie, ils en sont qualifiés pour la première fois en Coupe du Monde. Ils ont enchaîné, ils ont fait un bon parcours lors de la dernière coupe arabe. C'est un pays qui émerge au niveau du football. L'Algérie est un pays de football. 2 titres de champion d'Afrique, plusieurs qualifications à la Coupe du Monde, un brillant parcours comme celui de 2014, etc. Il a dit, regardez et comparez la différence dans le fonctionnement, dans la gestion et dans les prestations de l'équipe nationale de football de 2014 avec celle de 2026. 2014 et 2026, ça traduit 2 Algéries différentes. En 2014, on avait une équipe solide, passionnée, disciplinée, bien organisée, qui avait la niaque, comme on dit, c'est-à-dire la passion de gagner, qui se battait sur tous les ballons, avec un collectif beaucoup plus visible, avec un collectif qui s'impose, qui impose son rythme, qui impose son agenda, avec des joueurs très talentueux, mais avec un véritable collectif. En 2014, on était une Algérie, et ça traduit l'Algérie de 2014, qui est une Algérie unie, une Algérie prospère, on avait des réserves de change, on était un pays, il n'y avait pas beaucoup de problèmes politiques, il y avait la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, etc., mais voilà, il y avait quelques mouvements baraquettes, quelques opposants contre le 4e mandat de Bouteflika, mais il n'y avait pas de problème politique, il n'y avait pas des millions d'Algériens dans les rues, il n'y avait pas de polémique au sein des Algériens et des Algériens, il n'y avait pas de division, on n'avait pas des prisonniers politiques, c'était une Algérie sereine, une Algérie ambitieuse, une Algérie stable. Et ça se traduisait dans l'équipe nationale de football. En 2014, on a failli gagner contre l'Allemagne en 8e de finale. L'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde de 2014. On a eu un parcours exceptionnel. Le match contre la Russie, la brillante démonstration de force contre la Corée du Sud. On a un jeu collectif fluide, très beau, avec des jolis buts, avec des jeux de passes, c'était une démonstration de force, de puissance et de beauté du jeu. Cette année, en 2026, c'est une autre Algérie. C'est l'Algérie de Tebboune. Ça reflète exactement la nouvelle Algérie de l'Égypte Tebboune. On nous joue pour éviter le pire. Hier, on a évité le pire. On n'a pas gagné contre la Jordanie, on a évité d'être éliminé par la Jordanie. On a encaissé un but rapidement, puis le même temps, on était nul. Il n'y a pas de jeu collectif, il n'y a pas d'âme. C'est une équipe sans âme.
et on compte sur les individualités. Haj Moussa, on a compté d'abord sur Mahrez qui est âgé, etc., n'a rien pu faire. Ensuite, on a utilisé quelques éléments qu'on a formés. Le joueur qui a marqué Ben Bouli, il a été formé au Parado. Quand même, l'école du Parado, dont le fondateur est en prison en Algérie, comme c'est quand même incroyable. Celui qui a formé le joueur, celui grâce à qui le buteur d'hier, qui a égalisé contre un Jourdain, se retrouve en prison. C'est l'ancien patron dans la fédération algérienne de football et l'un des leaders pratiquement le leader du FC Parado, du club de Parado, de l'académie de Parado. On va pas s'attarder sur les personnes, peu importe. Mais le constat est là. Hier, l'équipe, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de jeu. C'est une équipe qui est dans la débrouille, dans l'improvisation, qui est dans la réaction. L'équipe, hier, on a joué juste pour éviter l'élimination. On n'a pas joué pour gagner, pour préparer un parcours, pour aller vers de l'avant, pour montrer des qualités, pour montrer un style, pour défendre une identité de jeu, ou pour défendre, je sais pas, pour envoyer un message au monde entier que l'équipe d'Algérie, elle a de l'ambition. Hier, on n'avait pas d'ambition. Hier, on avait un objectif. C'était d'empêcher notre élimination. De rester en vie. Voilà. La différence entre l'Algérie de 2014 et l'Algérie de 2026. L'Algérie de 2014, elle avait l'ambition d'aller de l'avant, de réaliser l'exploit, de créer la surprise, de montrer au monde les véritables talents et objectifs et qualités de l'Algérie. L'Algérie de 2026, on est dans la survie. Exactement la doctrine, inconsciente peut-être, mais c'est la doctrine qui est utilisée par le régime Tebboune pour gouverner le pays. On est dans la survie. La survie, hier, on a voulu survivre. On a voulu survivre contre la Jordanie pour ne pas être éliminé. Et on verra pour le troisième match avec l'Autriche comment on va faire. Exactement ce qu'on fait en économie. On bloque les importations, etc. pour protéger nos réserves de change pour survivre. Exactement ce que fait le régime Tebboune. Il emprisonne il incarcère tous ses opposants et il empêche, il verrouille les espaces publics, les espaces de liberté publique et individuelle. Il persécute les activistes de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas, parce qu'il veut assurer sa survie contre l'opposition, contre la contestation populaire qu'elle pourrait générer cette opposition. On est dans la survie, dans la gestion des ressources naturelles. On est dans la logique de survie dans la gestion de l'économie. On est dans la logique de survie dans la gestion politique du pays. On est dans la survie dans notre diplomatie. On prétend on a une grosse bagarre, on a une grosse guerre contre le Maroc parce qu'on est dans une logique de survie, parce que le Maroc est allié d'Israël, des Émirats, est venu à notre sécurité nationale et potentiellement toucher à notre intégrité territoriale. Nous sommes tout le temps dans une logique de survie dans l'Algérie tout un point. Tout le temps, dans une logique de survie. Or, quand on est dans une logique de survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas on s'est pas préparé, on n'a pas de plan de développement. On n'a pas un projet national. C'est-à-dire, on n'a pas un grand objectif, une grande ambition qu'on a envie de servir, qu'on a envie d'atteindre. Et surtout, qu'on n'a pas une bonne organisation à savoir que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique. Une bonne organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait comment utiliser de façon intelligente et optimale nos ressources pour les traduire en force et pour corriger nos points de faiblesse et pour créer de la valeur ajoutée et s'imposer et créer de l'excellence. C'est-à-dire obliger nos adversaires ou nos concurrents à reconnaître notre excellence. On n'a pas cette organisation. Haïchine la survie. Hadi est l'équipe nationale d'Algérie en 2026. La comparaison est incroyable avec 2014. 2014, il y avait une âme. Il y avait des joueurs qui jouaient pour l'équipe. Là, nous avons une équipe qui joue pour les joueurs. Là, nous avons une équipe qui joue pour Maza. Ah, et dans Maza, Haj Moussa. Et dans Haj Moussa, on attend Boulbina. Et dans Boulbina, Balak Lucas, bien sûr, et toujours, quand il y a des défaillances, quand il y a des erreurs, etc., on accable les joueurs. Et pourtant, je suis désolé, le football est ailleurs. On a vu, regardez, quand on compare, quand je dis le football est ailleurs, le vrai football, parce que le football est un sport collectif. C'est pas d'une improvisation individuelle. Le football n'est pas un assemblage de talents. Pourquoi le football est un sport populaire dans la planète entière? Parce que le football traduit exactement les grandes passions de l'être humain, ou les grandes forces de l'être humain, à savoir la nécessité d'être en groupe, la nécessité de créer une dynamique en collectif, la nécessité de se battre pour un objectif, pour un résultat, mais en groupe. Regardez, depuis le début de cette Coupe du Monde, comparez l'Algérie
ses prestations avec le style de jeu du Cap-Vert, par exemple. Cap-Vert, c'est un petit pays de même pas 500 000 habitants, aucune richesse par rapport à l'Algérie, mais c'est un pays bien géré. C'est un pays qui est beaucoup mieux gouverné que l'Algérie. La preuve, vous pouvez aller voir les résultats de ces classements économiques, au niveau de la bonne gouvernance, on regarde le secteur bancaire du Cap-Vert, comparez pas mal de secteurs au Cap-Vert avec les secteurs de l'Algérie, ou un pays pauvre, mais regardez son équipe nationale, il n'y a pas de stars. On n'a pas de Haj Moussa, de Maza, de Ben Sebaini, c'est des joueurs modestes qui jouent souvent dans des championnats européens plus modestes que dans les championnats, dans des clubs beaucoup plus modestes que les clubs dans lesquels jouent nos joueurs. Ils ont tenu tête à l'Espagne, ils ont tenu tête à l'Uruguay, deux grandes nations de football. Mais ils jouent collectif. Ils mouillent le maillot. Ils se sacrifient les uns pour les autres. Ils ont imposé une identité, ils ont imposé un tempo, ils ont imposé un style. Ils ont une âme. C'est une équipe qui a une âme. Parce qu'au Cap-Vert, il y a une stabilité économique, il y a une stabilité politique, il y a une stabilité sociale, il y a une unité nationale réelle, il y a une ambition nationale. Le pays, il est apaisé. Donc, les pays qui sont apaisés, qui sont stables, qui connaissent une véritable dynamique, même si ce n'est pas des dynamiques puissantes, mais qui connaissent une véritable dynamique, c'est des pays qui, sur le plan du football, vous allez remarquer qu'il y a ces dynamiques-là se traduisent par des équipes dynamiques, par des équipes unies, qui ont une âme, par des équipes solides sur le plan collectif. Regardez la Côte d'Ivoire, comment on a joué contre l'Allemagne, comment on a gagné son premier match contre l'Équateur. C'est des équipes beaucoup plus relevées que la Jordanie, par exemple. Comparez l'Algérie avec le Congo, comment il a joué contre le Portugal. Mais vous allez voir que derrière ce ballon, derrière ces pays qui tapent un ballon, il y a quelque chose d'invisible, qui relève de l'invisible. Qu'est-ce qui relève de l'invisible? C'est l'état d'esprit des joueurs. Et cet état d'esprit s'imprègne d'une ambiance collective. On sent des joueurs qui sont sous pression et qui sont dans une logique de survie. On n'est pas venu pour réaliser une ambition Coupe du Monde, on est venu pour survivre et essayer de sortir de ce groupe, de ne pas, comme on a fait avec l'Argentine. Avec l'Argentine, bon, on a tous accepté la défaite, il y avait Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, etc. Perdre face à l'Argentine, il n'y avait rien de honteux. Mais il y a une manière de perdre, comme il y a une manière de gagner. Or, aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui, elle ne cherche pas la manière. Parce que quand on est dans une logique de survie, quand on gère l'économie, on s'en fout, si les salaires vont s'améliorer, si la misère sociale va reculer, si le pays va on veut juste survivre et assurer nos réserves de change et ne pas aller vers l'endettement. En politique, on s'en fout des conséquences de la répression sur la scène politique, etc., des conséquences de la persécution. On cherche juste le régime cherche juste à survivre. Quand on cherche uniquement à survivre, on se contrefiche des conséquences et surtout, on ne se préoccupe pas de la manière avec laquelle on doit assurer notre survie, la méthode utilisée. On utilise n'importe quelle méthode. Et c'est ce qu'a l'équipe nationale d'Algérie. Elle survit. On est dans une logique de survie, donc on joue de n'importe quelle manière, marquer comme ça, peu importe, ne pas encaisser trop de buts, ne pas essayer de perdre, ne pas se faire humilier. Alors que l'Algérie a les potentialités de briller, d'exceller. Mais malheureusement, cet état d'esprit a disparu. A disparu parce que dans l'Algérie d'aujourd'hui, dans cette nouvelle Algérie du régime Tebboune, il n'y a pas de place pour l'ambition, il n'y a pas de place pour le rêve. Il y a juste une méga place, juste pour la survie, juste pour ne pas se faire écraser. Nous sommes dans une logique défensive. On se défend contre le tout. Si on perd, c'est des lobbies. Si on perd pas, c'est des lobbies. Si on est menacé, si le pays est menacé, c'est à cause des autres, c'est jamais à cause de nous. Si on va mal, c'est jamais de notre faute, c'est de la faute aux autres. C'est exactement le fonctionnement psychique et psychologique d'un individu ou d'une société qui cherche à survivre à ça, parce qu'elle ne sait pas travailler sur elle-même pour dépasser ses angoisses, ses peurs et pour trouver sa véritable voie dans ce monde complexe et compliqué pour amorcer son propre processus de développement.